Bonjour, je m'appelle Erol Eliezer. Je suis né le 15 décembre 1940 à İzmir, Smyrne, l'ancien nom, en Turquie. J'ai quitté la Turquie en 1961. Je suis passé par l'Italie et la Suisse et je suis en France depuis 1967. Donc, je suis arrivé en France en 1967. J'ai commencé à travailler dans le secteur du textile et c'est là que j'ai connu des amis qui étaient francs-maçons. Et cette connaissance m'a ouvert un monde que je ne connaissais pas parce qu'effectivement, j'ai su plus tard que j'avais un grand-père qui était franc-maçon et ça a complètement changé ma vie. Quand je suis rentré dans la franc-maçonnerie, je savais plus ou moins les principes de la maçonnerie, mais je ne connaissais pas beaucoup la philosophie maçonnique, les symboles maçonniques, les cérémonies maçonniques, le type de travail qu'on fait en franc-maçonnerie, ça je ne les connaissais pas. Et je peux dire qu'aujourd'hui, après j'ai maintenant 55 ans de franc-maçonnerie, que j'ai découvert un monde magnifique où j'ai croisé beaucoup de gens. J'ai appris beaucoup, j'ai travaillé beaucoup et je ne suis pas déçu du tout. Je crois que c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans la vie. Ici, c'est l'entrée, c'est pas le temple, c'est l'entrée du parvis. On appelle ça le parvis. C'est l'espace par où on passe avant de rentrer dans le temple. Le temple maçonnique est considéré comme un endroit réservé, c'est un endroit sacré. C'est une partie des symboles de la franc-maçonnerie. Vous avez le triangle, vous avez le compas, vous avez le maillet et pour finir le travail maçonnique, l'étoile. Vous allez en voir d'autres, mais je vous expliquerai un peu plus tard. Donc par cet escalier, nous allons rentrer dans le temple où on se réunit. Comme vous voyez, c'est une porte qui est normalement fermée. Et ici, c'est l'espace pour se faire présenter. Quand on arrive dans le temple, devant la porte du temple, il y a à l'intérieur un frère, et on tape à la porte, et celui qui est là ouvre et regarde qui c'est qui veut rentrer. Il vérifie si celui qui veut rentrer est un franc-maçon qui est connu. S'il n'est pas connu, il lui demande de se faire connaître. D'où est-ce qu'il vient, de quelle loge il est, pourquoi il est venu. Une fois que ceci est fait, il lui ouvre la porte de l'intérieur. Et ici, nous rentrons dans un temple maçonnique du Grand Orient de France. C'est très important parce que le décor du temple va dépendre de l'obédience à laquelle appartient cette loge. D'abord, le plus important, vous allez regarder le plafond. Le plafond représente le ciel, l'univers. Toutes les étoiles représentent un peu l'univers. Ça veut dire que les francs-maçons, quand ils travaillent, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils font partie de l'univers. Ils ne travaillent pas simplement dans un endroit spécifique, mais ils travaillent dans l'univers.
Donc c'est pour ça que cet espace, on l'appelle la voûte étoilée. Après, vous allez voir au sol ce qu'on appelle un pavé mosaïque, le noir et le blanc. Par ici, partout où tu regardes, tu vas trouver les symboles de la maçonnerie. Donc ici, c'est la place du président, mais nous on l'appelle vénérable maître. C'est celui qui dirige les travaux. Ce genre de poste, je l'ai occupé pendant 3 ans dans ma loge. Et il faut dire que quand on prend la parole, ici nous avons un maillet, comme dans les tribunaux, et nous tapons pour dire que la cérémonie va commencer. On tape avec le maillet. Vous voyez les 2 petits bureaux que vous voyez là, ce sont les 2 adjoints qui aident le président à travailler correctement. Dans un temple maçonnique, il y a 2 colonnes. La colonne du nord et la colonne du sud. Chaque surveillant est responsable de tous les frères qui sont assis sur sa colonne. Pourquoi nous les appelons colonne du nord et colonne du sud? Parce que la lumière, elle vient toujours de l'Orient, de l'Est, c'est là où est assis le président, et il se couche par là. Donc si vous avez l'Est et l'Ouest, ici c'est le Nord et ici c'est le Sud. Et symboliquement, le Nord c'est réservé aux nouveaux maçons, à ceux qui rentrent en maçonnerie, et le Sud est réservé à ceux qui sont déjà, qui ont un peu d'ancienneté dans la maçonnerie. Pourquoi? Parce que quand on est dans un temple sous la lumière, il faut protéger, il faut que ceux qui sont dans le nord, ils soient à l'abri de la lumière violente, parce qu'ils n'ont pas encore assez de connaissances. Ça, c'est la pierre brute. Comme tu vois, dans une construction, on ne peut pas utiliser une pierre comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de forme. Un nouveau candidat qui est rentré en franc-maçonnerie, on considère qu'il est comme une pierre brute. Ça veut dire que pour un individu, pour qu'il soit un homme libre, pour qu'il soit un homme juste, pour qu'il soit un homme tolérant, il faut qu'il apprenne à se tailler. Et pour devenir une pierre taillée. Une pierre taillée, ici, peut être utilisée dans la construction. Pourquoi? Elle a déjà une forme. On peut la placer dans une construction. Si dans la vie, on veut être un homme juste, parfait, tolérant, il faut qu'on apprenne à contrôler nos passions, qu'on apprenne à être tolérant, qu'on apprenne à vivre avec les autres, à respecter les autres. Et il n'y a qu'à ce moment, quand on commence à être une pierre taillée, qu'on peut travailler pour améliorer la société et l'humanité, qui sont les buts de la franc-maçonnerie. Mais avec quoi on taille la pierre brute pour la transformer? Le maillet et le ciseau. Le ciseau représente l'intelligence et le maillet, la volonté. Si on taille sur une pierre avec le maillet et le ciseau, on arrive à transformer la pierre brute en pierre taillée. Ça veut dire que, à force de travailler sur soi-même, avec son intelligence, avec sa volonté, pour s'améliorer, on peut devenir un homme, une personne plus complète, plus juste, plus droite, plus équilibrée. Voilà. Ça, c'est la place du trésorier, parce que nous sommes une association et on paye une cotisation, c'est normal, pour les frais de fonctionnement de la loge. En face de lui, ici dans ce bureau, vous avez ce qu'on appelle le tronc du frère hospitalier. Dans une loge maçonnique, on se considère tous comme des frères, on est comme une famille. C'est pour ça qu'on nous appelle des frères. Le rôle de l'hospitalier, du frère qui est ici, c'est d'être en contact avec tous ces frères qui sont dans des situations difficiles et d'essayer de leur amener de l'aide morale, de l'aide sous toutes les formes.
Maintenant, les symboles. Il y a plein de symboles. C'est sûr que je peux vous dire certaines choses, mais on peut trouver ça dans des livres, mais je vais vous expliquer. Donc, là, vous voyez le symbole le plus important de la franc-maçonnerie, c'est le triangle avec la lumière, symbole de recherche de la vérité. Les principes de la franc-maçonnerie, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est de chercher la vérité. Et la recherche de la vérité, c'est pas les francs-maçons qui l'ont annoncé, c'est Socrate. C'est déjà dans la philosophie de l'Antiquité grecque. Le soleil et la lune, ça c'est pas difficile à comprendre. Le soleil se lève, donc la lumière arrive, il est clair. C'est comme la vérité. Quand vous commencez à apprendre à connaître la vérité, c'est grâce à la lumière. Et le soir, c'est quand tout est obscur, c'est la lune qui vous éclaire, même si la lumière n'est pas assez forte, mais vous avez quand même un peu de lumière pour vous guider dans vos travaux. C'est l'étoile flamboyante. Vous voyez, c'est une étoile à 5 branches avec un G au milieu. Pour les francs-maçons anglais, pour eux, G, c'est God, c'est Dieu. Or, pour les francs-maçons du Grand Orient de France, étant donné que nous pratiquons la liberté absolue de conscience, ceci est remplacé par la géométrie. La géométrie étant une science qu'on considérait depuis l'Antiquité parfaite. La géométrie, c'est la base de la connaissance. Ici, le temple, un temple maçonnique, pourquoi nous l'appelons temple, symbolise en miniature le temple de Salomon, un temple où régnait la justice et l'égalité. Ici, les cordes, on les appelle une chaîne d'union. Regardez, ça fait tout le tour de tout le temple. On appelle ça une chaîne d'union. La chaîne d'union, c'est le symbole de tous les francs-maçons qui sont unis entre eux. Chaque fois que nous finissons les travaux en franc-maçonnerie, à la fin de la réunion, nous faisons une chaîne d'union ici au milieu. Et nous nous retrouvons à la fin dans une chaîne d'union pour montrer que nous sommes tous unis pour les mêmes principes et que nous sommes tous égaux, même si nous avons chacun notre histoire, que nous venons des lieux différents, des origines différentes, de religions ou pas religions différentes, mais c'est l'union de toute l'humanité. La Marianne, c'est le symbole de la République française. Regarde bien là-bas. La Marianne, elle porte ici, de l'épaule droite vers la gauche, un cordon maçonnique. Si tu fais un zoom, tu vas voir l'équerre, le compas. On a presque fini, Alain. Presque, voilà. Il y a autre chose à allumer. Non, c'est bon, ça va. Attends, il y a aussi la pâtisserie là. Ça va comme ça? C'est mieux ça? Alain, il était responsable ici de tout l'entretien, la peinture. Comme il dit, tous ces symboles, c'est lui qui les a fait lui-même et qui les a offerts à la loge. C'est un vrai maçon. Mais regarde, le fil à blanc et qui doit être sur le pavé mosaïque. Vous voyez, c'est le frère qui est responsable de la musique. Quand on fait une cérémonie, ça veut dire une cérémonie pour recevoir les nouveaux membres, on met toujours de la musique. Et il y a un frère qui est responsable de la musique, on appelle la colonne d'harmonie. Avant, quand il n'y avait pas la stéréo et les choses, il y avait des musiciens. N'oubliez pas que Mozart était franc-maçon et qu'il a composé beaucoup de musique maçonnique. Son opéra le plus célèbre, c'est la Flûte enchantée. Et dans la Flûte enchantée, il y a tout un tas de symboles maçonniques qui sont tout à fait perceptibles pour les maçons, mais qui passent que vous ne le voyez pas, mais nous, on voit bien. Il y a le petit oiseau qui va sortir. Ouais. Minute même où vous êtes rentré en maçonnerie, tous ceux qui sont là deviennent vos frères. On peut parler en toute confiance. C'est qu'il faut avoir confiance dans l'autre pour pouvoir se livrer en toute liberté.
C'est pas qu'on tue des enfants, qu'on égorge, etc. C'est pas ça. C'est en général ce qu'on nous dit, nos ennemis. Bah oui, on nous a dit pire que ça encore. Vous savez, il suffit de pas raconter ce que vous faites pour qu'immédiatement les gens parlent. Et il faut qu'ils trouvent ce qu'on appelle un bouc émissaire. Viens voir. Une chambre noire. Il y a 3 chambres noires ici. Et là, ils l'ont décoré un peu, tu peux voir. Ça s'appelle un cabinet de réflexion. Ça veut dire que quand quelqu'un veut rentrer en franc-maçonnerie, il fait une demande. Avant de l'accepter, on lui demande de faire certaines choses. Et ça, on lui dit, on lui demande, on lui pose des questions, on le met ici et il répond à des questions, il écrit les réponses. C'est pour ça que c'est noir, pour qu'il puisse bien réfléchir dans l'obscurité. On n'est pas une secte, hein. Ouais. C'est pas une secte. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas pour nous faire du lavage de cerveau. On rentre avec difficulté, c'est le contraire d'une secte. Dans une secte, c'est facile d'y rentrer. C'est beaucoup plus compliqué pour en sortir. Nous, c'est exactement l'inverse. J'ai le même à la maison, mais regarde ce qui est écrit ici. Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Les principes de la maçonnerie sont très simples. C'est essayer de construire une humanité meilleure et plus éclairée. Et comment on fait ça? On se dit en franc-maçonnerie d'abord que tous les hommes et les femmes sont égaux en droit dans la vie de tous les jours. Donc on œuvre pour une humanité meilleure. Si on arrive à améliorer les hommes et les femmes, automatiquement on a des chances d'avoir une société meilleure. Donc la franc-maçonnerie m'a apporté à apprendre à être un homme libre, à considérer égal l'autre, même s'il est différent de moi, parce que chez nous, il n'y a aucune différence qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit croyant, qu'on soit athée, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, tous les hommes et les femmes sont égaux. Mais pour se construire, donc il y a une méthode maçonnique, et la méthode maçonnique donc consiste à réfléchir d'une autre façon, d'apprendre d'abord à bien se connaître, et d'après, avec une recherche de la vérité, qui sont les principes de la philosophie depuis Socrate, c'est la recherche de la vérité, ça veut dire que d'essayer de comprendre comment est la vie, d'essayer de chercher toujours ce qui est vrai, de savoir se mettre en cause. La franc-maçonnerie, c'est une institution essentiellement philanthropique. Philanthropique veut dire donc qu'il ne fait pas de profit, c'est dans l'intérêt de l'humanité. Moi, je suis rentré au Grand Orient de France, j'avais 27 ans, en 1967. En 1968, après une cérémonie, j'ai été initié. Donc, en maçonnerie qu'on pratique, il y a 33 grades, et moi, je suis au 33e grade depuis une vingtaine d'années déjà. J'ai fini mon parcours maçonnique. Je suis également membre d'honneur de la maçonnerie turque en France. Bon, là, c'est caché. Mais c'est important pour moi, la déclaration des droits de l'homme de la Révolution française, qui reprennent tous les principes de la franc-maçonnerie. J'ai organisé ma bibliothèque à ma façon, c'est un peu le désordre, mais moi j'aime travailler dans le désordre, ça ne me dérange pas, mais je sais où je mets mes affaires. Et c'est toutes les conférences où j'ai participé, et je les classe par catégorie. Voilà, ça c'est toute la France, et ça c'est tout ce que j'ai fait en Turquie. Et le triangle, c'est l'équilibre parfait, le oui, le non et la synthèse. Ça veut dire que dans chaque fois qu'on doit réfléchir sur un sujet, il faut regarder les deux aspects, le positif, le négatif, et essayer de trouver une synthèse. Les idées ne sont pas bonnes à prendre, il y a du bon, il y a du mauvais partout. Et si on est curieux et si on est cherché, on peut se rapprocher un peu de la vérité. Ça, c'est les gants que nous portons quand nous allons travailler en loge. Je vais vous montrer par grade.
Ça, c'est ce qu'on appelle un tablier. Un tablier, c'est symboliquement, c'est ce que porte un ouvrier quand il travaille sur un chantier pour ne pas s'abîmer. Tu vas te protéger de ne pas t'énerver, de ne pas t'exciter, d'accepter les autres. Donc ça, c'est la période d'apprenti. Le deuxième degré, c'est le compagnon. Quand il est compagnon, on baisse ça. Donc le tablier diminue de dimension. Il a besoin de moins de protection qu'un apprenti. Donc, on arrive au grade de maître. C'est le 4e degré, ce qu'on appelle le maître secret. Il se porte avec un tablier comme ça. Donc ce n'est plus le tablier avec la lettre Z. Et les gants sont noirs, uniquement dans ce grade-là. Pour montrer quand on est maître, on porte aussi un tablier comme ça. Ça, c'est un tablier qu'on a fait pour moi spécialement parce que je suis vénérable maître d'honneur. Vénérable, c'est le président d'une loge. Un vénérable ordinaire qui n'est pas d'honneur, il porte ça au 18e degré. Un grade spécial qui s'appelle chevalier Rose-Croix avec un tablier comme ça. Le 30e degré, c'est le chevalier Kadosh, il s'appelle. Et après, on arrive au dernier, donc le 33e degré. Tout ça, c'est que des médailles et des cadeaux. Je suis fondateur de 6 loges différentes. Et nous avons créé des loges, qui est un peu rare, en Israël. Et j'ai beaucoup milité, surtout, pour que les femmes puissent rentrer en franc-maçonnerie. Parce que là, jusqu'à il y a 15 ans, les femmes ne pouvaient pas rentrer en franc-maçonnerie. On nous donne une carte d'identité. Ça, c'est la photo quand je suis rentré. Ça, c'est les timbres, puisque nous payons une cotisation. Donc, je suis rentré en mai 68. Mais moi, j'ai plus de place. Alors, j'ai rajouté des feuilles pour coller parce qu'ils n'ont pas prévu que ça allait durer 55 ans. Qu'est-ce que la maçonnerie m'apporte après 55 ans de présence? Bon, la maçonnerie, c'est pas une religion. Les religions, c'est des dogmes. Une fois que tu es religieux, pratiquant, tu crois en Dieu, tu n'as plus besoin de chercher. Or, la philosophie et la maçonnerie, c'est la recherche permanente. Et on le sait très bien que la vérité, on ne va jamais la trouver. Mais on peut se rapprocher de la vérité avec le travail qu'on fait. Quand on a envie d'être maçon, ça veut dire qu'on a envie toujours de chercher, d'aller vers le progrès. Symboliquement, j'ai toute la réflexion maçonnique, mais le travail n'est pas fini. Le travail continue toujours. Pourquoi? Parce que le monde évolue, le monde change, et que le travail n'est jamais fini, jusqu'à la mort. Voilà. Ma mission, j'ai pas une mission particulière. Ce que j'ai appris dans la vie, c'est ce qui m'a permis d'être heureux aussi, puisque j'ai quand même passé 55 ans en maçonnerie, c'est de me battre pour un monde meilleur. Et pour se battre pour un monde meilleur, il faut transmettre les principes, les idéaux auxquels on est attaché, les transmettre aux autres, les transmettre à ses enfants, à son entourage, à sa famille, à ses amis, essayer de leur montrer qu'on peut vivre d'une autre façon et d'une façon plus intelligente et plus ouverte. Et pour moi, voilà, avoir un monde plus humain, l'humanisme, pour moi, c'est quelque chose de très important. J'ai eu la chance de naître dans une famille nombreuse et très soudée. Et effectivement, les valeurs, les notions de famille ont un peu construit mon enfance, ma jeunesse, ce qui
m'a permis d'avoir une base solide et de pouvoir savoir que dans la vie, si je pouvais compter sur des gens très proches. Donc, la vie familiale, pour moi, c'est très important. Et j'ai essayé de continuer ça en fondant un foyer avec mon épouse et de transmettre la même notion de famille à mes enfants. France? Oui. Voilà, va là-bas, on va commencer à filmer. Ah bon? Voilà. France, c'est le nom de ma femme. Elle est née en France, dans le sud de la France. On s'est connus à Paris, dans un café. On mangeait tous là-bas, on était jeunes. On mangeait des sandwichs à midi et on s'est rencontrés là-bas avec France. Qu'est-ce qu'on va manger à midi? On va manger des orecs. Ah ouais? Et si tu es très sage, tu auras de la soupe. Ah bon? Et après? après... She's a very good cooker. Hein? Tu m'attrapes un d'en haut, s'il te plaît. Quoi? Un petit bocal. Quoi, bocal? Bleu. Non, non, ici. Là. Ah. Merci. Depuis combien d'années on est mariés? Depuis 1970. Ça fait donc 53 ans. 54 ans, on commence. 54? Oui, 54. Au 18 janvier. 18 janvier. Voilà. C'était de très belles années. J'espère qu'on en aura encore une bonne dizaine comme ça. Voilà. C'est quoi l'amour? Ne regarde pas là-bas. C'est déjà de comprendre son partenaire et d'essayer de faire en sorte qu'il soit heureux. C'est une communication qui souvent passe par les regards. On a la chance d'être tolérants tous les deux. Et souvent, dans des désaccords, c'est formidable parce qu'on respecte l'un et l'autre. Et le secret, je vous disais, c'est le désir. C'est essayer de comprendre le désir de l'autre et de devancer, ses souhaits. Les sacrifices qu'on fait les uns pour les autres dans des moments difficiles. Et c'est très simple. Pour moi, c'est très simple. Et pour toi? Hein? Oui, c'est simple. Ça mérite un petit baiser, ça. Un petit baiser, ça mérite. Voilà. Quelquefois, Erol est maladroit et ça m'énerve, mais la bonne volonté. Other question? J'amène des couverts. Fais attention, hein. C'est mon travail, ça. Oui. C'est ce que je fais quand on a du monde. Voilà. On s'est mariés au Grand Orient de France. Et on a fait 3 cérémonies de mariage, dont une au Grand Orient de France, dans le Grand Temple. On a réuni tous nos amis. Et moi, j'ai partagé avec plaisir voilà. Tes amis, les amis qui venaient à la maison. Ça m'a fait rencontrer des gens que j'aurais jamais pu rencontrer parce que je ne suis pas une maçonne initiée. Mais comme dit mon mari, en vérité, tu es une maçonne sans tablier. Sans tablier. Alors, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir parce que je trouve que les maçons ont de grandes qualités quand ce sont des gens très sincères. Et ça me fait plaisir de partager cette opinion qu'on a de moi. Voilà, surtout mon mari. Son optimisme sur la vie, il a toujours tendance à voir le bon côté des choses, ce qui n'est pas mon cas, mais on s'équilibre tous les deux. Souvent, on parle d'une situation, il voit le côté positif et moi, je vois plutôt le côté négatif pour toutes les situations de la vie.
Et ça, je crois, c'est quelque chose qui nous a bien équilibrés et qui a fait que notre couple a bien réussi. Tiens, tu veux le coussin? Ah oui, merci. Ah ah. Comme les enfants, un coussin pour être à la hauteur. Bon chéri, je trouve que j'ai vraiment un mari très 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 formidable et je disais toujours à mes nièces et enfants, je leur disais, je vous souhaite à tous un mari comme Erol. Ton café est prêt. Merci. Merci. Je te le donne. Voilà, c'est la qualité d'un mari de prendre soin de sa femme. Voilà. À la tienne. À la tienne. Il est bon. Il est très très bon. C'est bon? Très bon. Tu es content de la cuisinière? Très content, je la garde. D'accord, ok. Alors ça va, je renouvelle mon contrat. Encore 50 ans. On renouvelle encore le contrat pendant 50 ans. Hein? Voilà. Bon, ouais. C'est un peu trop quand même, 50. Bon. Si on me donne 20, ça va. Ouais, Ça va. pas mal. La seule chose, c'est la santé, l'esprit. Voilà. Si je deviens un légume, ça, ma femme le sait, on fait partie d'une association qui s'appelle Droit de mourir dans la dignité. J'aimerais pas mourir comme un légume. Ça veut dire, si je suis un jour atteint d'une maladie incurable, j'aimerais partir en bon état. Voilà, donc ce qui va me manquer le plus, c'est voilà, avoir le cerveau qui ne fonctionne plus. Ça, c'est grave. Le sujet que j'ai choisi, que je vais présenter, s'appelle « Penser la mort ». C'est un sujet important, tous les philosophes ont écrit sur ça, depuis l'Antiquité, depuis Socrate, Platon. Et en ayant lu tout ça, après j'ai fait un rappel, parce que c'est normal, moi en 55 ans de franc-maçonnerie, j'ai connu beaucoup d'amis, beaucoup de frères. Et ces amis, il y en a beaucoup qui sont morts. Mardi, je vais aller à l'enterrement d'un ami qui était même plus jeune que moi. Quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans la tradition juive. On m'a donné une culture, une éducation religieuse. Mais à partir de 18 ans, j'ai abandonné la religion parce que je trouvais que ça ne correspondait pas à ce que je pensais. Et plus j'ai avancé, plus ma conviction s'est renforcée. C'est la conclusion de ce que j'ai écrit. La mort, c'est quelque chose inéluctable. Le jour où nous sommes nés, nous savons déjà que nous allons mourir. Mais alors, quelle attitude il faut avoir devant la mort? Si on est croyant, c'est très facile. Dieu va nous appeler là-haut. Si on a eu une vie, si on a obéi aux préceptes de la religion, on ira au paradis, sinon on ira à l'enfer. Et si on n'est pas croyant, qu'est-ce qui se passe? Si on est athée comme moi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout le but de ce travail, c'est de montrer que la mort c'est quelque chose de normal, qu'on n'a pas la réponse et qu'on ne l'aura jamais pour l'instant, même au niveau où se trouvent les connaissances des sciences actuellement. Donc par conséquent, ce qui est important, c'est pas la mort, mais c'est la vie. Ça veut dire, c'est la période qu'on passe sur cette terre, de la naissance jusqu'au jour où on va partir. Il faut donner un sens à sa vie, il faut que la vie est plus importante que la mort. Il ne faut pas que la vie qu'on a ici soit conditionnée par la mort. C'est-à-dire, il ne faut pas dire « Ah, il faut que je fasse du bien parce que quand je vais mourir, je vais aller au paradis. » Non, il faut donner une valeur à sa vie parce que la vie vaut la peine, parce que la vie, c'est quelque chose de précieux. Il faut donner un sens, une richesse à sa vie. Voilà. Je crois la chose la plus importante, comme je disais tout à l'heure, puisque c'est ce que je cherche le plus, c'est la liberté. Être libre dans sa tête, même si c'est très difficile, mais personne
personne ne peut nous bloquer au niveau de la pensée. Déjà, si on sait penser librement, on peut pouvoir être un citoyen libre. Okay? Donc, avoir la liberté, c'est très important. Ne pas être esclave des traditions, de la société, des contraintes. Donc, la liberté, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense, c'est la tolérance. Si je dois donner un conseil à mes enfants, à mes amis, c'est d'être tolérant et de comprendre les autres, d'accepter les autres. Et la troisième chose, avoir toujours une vision optimiste sur l'avenir. Dans la vie, il y aura toujours des problèmes, il y a toujours des problèmes. Il n'y a pas de vie qui est sur une ligne, il y a toujours des hauts, il y a des bas. Mais si on garde toujours une vision optimiste de la vie, on peut réussir et on peut être plus heureux. Pascal disait quelque chose de très juste, je sais que je sais rien. Et Socrate disait, le fondateur de la philosophie, cherchez la vérité, parce qu'on ne l'a pas. Voilà. Tous les ans, la loge, on se réunit et on fait un repas le soir. Un repas où il y a une petite cérémonie et après, chacun apporte une poésie, une histoire, quelque chose pour mettre de l'ambiance et on mange et on boit beaucoup. Et ça, c'est une poésie que j'aime bien, que j'ai lue. Être et avoir. Loin des vieux livres de grammaire, écoutez comment, un beau soir, ma mère m'enseigna les mystères du verbe être et du verbe avoir. Parmi mes meilleurs auxiliaires, il y a deux verbes originaux, avoir et être, étaient deux frères que j'ai connus dès le berceau. Bien qu'opposés de caractère, on pouvait les croire jumeaux, tant leur histoire est singulière, mais ces deux frères étaient rivaux. Ce que avoir aurait voulu être voulait toujours l'avoir. À ne vouloir ni Dieu ni maître, le verbe être s'est fait avoir. Son frère avoir était en banque et faisait un grand numéro, alors qu'être, toujours en manque, souffrait beaucoup dans son ego. Pendant qu'être apprenait à lire et faisait ses humanités, de son côté, sans rien lui dire, avoir apprenait à compter. Et il amassait des fortunes en avoir, en liquidité, pendant que l'être, un peu dans la lune, s'était laissé déposséder. Avoir été ostentatoire lorsqu'il se montrait généreux. Être, en revanche, et c'est notoire, est bien souvent présomptueux. Avoir voyage en classe affaires. Il met tous ses titres à l'abri. Alors qu'être est plus de bonheur, il ne gardera rien pour lui. Sa richesse est tout intérieure. Ce sont les choses de l'esprit. Le verbe être est tout en pudeur et sa noblesse est à ce prix. Un jour, à force de chimères, pour parvenir à un accord, entre verbes ça peut se faire, ils conjuguèrent leurs efforts.
Et pour ne pas perdre la face, au milieu des mots rassemblés, ils ne se sont séparés les tâches pour enfin se réconcilier. Le verbe avoir a besoin d'être, parce que être, c'est exister. Le verbe être a besoin d'avoir pour enrichir ses bons côtés. Et de palabres interminables, en arguties alambiquées, nos deux frères inséparables ont pu être et avoir été. That's the end.